Je me souviens encore distinctement de cet instant. La réception au club champêtre du Chêne venait tout juste de débuter, et le soleil de l'après-midi de mai inondait les baies vitrées du sol au plafond, projetant de longues ombres sur le parquet ciré. L'air vibrait du murmure discret des conversations et du tintement des verres de champagne, un son qui, à jamais, allait se teinter d'amertume après ce qui alla suivre. Ma fille, Émilie, âgée de 8 ans et vêtue de sa robe bleue à pois blancs préférée, se tenait près de moi alors que nous traversions la foule de visages familiers lors de la célébration de l'anniversaire de ma sœur Catherine. Madame Dupont, l'organisatrice de l'événement, avait surpassé toutes les espérances avec ses décorations. Des ballons blancs et argent ornaient chaque recoin, et les centres de table scintillaient de guirlandes lumineuses enroulées autour de vases en cristal remplis de pivoine fraîche. Cela aurait dû être un après-midi parfait, celui qui garnit habituellement nos albums de famille de souvenirs heureux. Émilie était particulièrement excitée à l'idée de retrouver sa cousine Sarah, à peine un an son aînée. Depuis leur plus tendre enfance, les deux filles avaient été inséparables, partageant secrets et fous rires à chacune des réunions familiales. Alors que nous nous dirigions vers la table des cadeaux, où des paquets somptueusement emballés formaient une petite montagne de présents argentés et blancs, j'aperçus quelque chose d'étrange. Parmi les marque-places soigneusement disposées et les petits souvenirs offerts aux convives, se trouvait une pile de cartes spécialement imprimées. La curiosité prit le dessus, et j'en attrapai une, sans me douter que ce geste anodin viendrait briser notre paisible après-midi. La carte, en papier cartonné épais et luxueux avec des lettrines dorées, portait ces mots glacials, « Fille de service Émilie Durand ». La stupeur provoquée par ces mots me fit oublier de respirer un instant. J'essayai de retirer la carte avant qu'Émilie ne puisse la voir, mais elle avait déjà perçu ma réaction. Sa petite main se glissa et tira sur ma manche, ses grands yeux marrons si semblables à ceux de son père me fixant avec une incompréhension désarmante. « Maman, c'est quoi, ça ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. L'innocence de sa question me brisa le cœur, et je peinais à trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Avant que je ne puisse répondre ou la protéger de ce qui se tramait, la voix de ma sœur Catherine fendit le brouhaha ambiant tel un couteau. « Oh, regardez qui a enfin trouvé son invitation spéciale » lança-t-elle, sa voix résonnant volontairement dans toute la salle. Elle se tenait près du bar, dans une robe de créateur crème, un verre de champagne parfaitement manucuré à la main, visiblement satisfaite d'elle-même. La pièce sembla se figer, des dizaines de regards se tournant vers nous, et mes joues s'enflammèrent d'un mélange de colère et d'embarras. Catherine s'avança vers nous, ses talons claquant sur le parquet à chaque pas. Derrière elle, je distinguais son mari, Thomas, qui se tortillait maladroitement sans prononcer un mot. Il se taisait toujours lorsque Catherine allait trop loin, jouant invariablement le rôle de l'observateur passif. « Nous avons une servante spéciale pour la journée, mesdames et messieurs », poursuivit-elle en levant son verre. « Et n'oubliez pas de bien en profiter. » Ces mots dégoulaient de ce qu'elle pensait être de l'humour, mais qui, à mes oreilles, résonnaient comme du poison. Les rires qui s'ensuivirent s'abattirent sur moi telle une force physique, m'étouffant de tous côtés. Je vis mes parents, assis à leur table d'honneur, se joindre aux éclats de rire. Le visage de maman s'illumina d'amusement, tandis que papa secouait la tête avec ce sourire désabusé du « les enfants, c'est toujours comme ça » qu'il arborait lorsqu'il évitait le conflit. Ces mêmes personnes qui m'avaient enseigné le respect et la dignité riaient désormais de l'humiliation infligée à leur propre petite fille. La main d'Émilie se resserra sur la mienne, et je sentis qu'elle essayait de se faire toute petite, de se fondre dans le tissu de ma robe comme elle le faisait jadis lorsqu'elle avait peur des inconnus. La salle paraissait soudainement trop chaude, trop encombrée, et les lustres trop éclatants. La musique de fond, un morceau classique que j'aurais d'ordinaire apprécié, semblait maintenant se moquer de nous par sa gaieté. Je balayai du regard la pièce, observant les visages de notre famille élargie et de nos amis. Tantôt je distinguais tante Martine, qui avait toujours loué les manières et l'intelligence d'Émilie, gloussant discrètement derrière sa main, tantôt on voyait oncle Georges, qui quelques Noëls plus tôt avait passé des heures à apprendre à Émilie les bases des échecs, affichant un large sourire à la plaisanterie de Catherine. Même Sarah, la cousine chérie d'Émilie, se tenait incertaine près de sa mère, un sourire perplexe sur les lèvres en regardant sa meilleure amie être transformée en divertissement du jour. Le poids de l'instant s'abattait sur moi comme une force tangible. Il ne s'agissait pas simplement d'une plaisanterie de mauvais goût, mais d'une trahison de tout ce en quoi je croyais au sein de notre famille.
La famille Durand avait toujours été fière de ses valeurs, de sa réputation dans la communauté, de sa tradition d'excellence scolaire et de réussite. Et pourtant, nous voilà, dans l'un des lieux les plus prestigieux de Passy, à voir ma propre sœur réduire ma fille à la condition de simple divertissement pour l'élite mondaine. Je sentais Émilie trembler à mes côtés, et à cet instant, quelque chose en moi se dura. Le choc laissa place à une colère sourde et brûlante qui s'installait dans ma poitrine et se diffusait dans tout mon être. C'était ma fille, ma brillante, sensible, et au grand cœur Émilie qui passait ses week-ends à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux et insistait pour partager son déjeuner avec n'importe quel camarade ayant oublié le sien. La même Émilie qui, la semaine précédente, avait écrit un poème sur l'amour familial lu à haute voix devant toute sa classe. La carte en ma main semblait soudain me brûler la peau. Je la regardais de nouveau, notant la police élégante qui dessinait ses intentions si affreuses. Les lettrines dorées captaient la lumière, me faisant un clin d'œil complice dans cette farce cruelle. Autour de nous, la fête continuait son bourdonnement habituel, mais tout avait changé. Les fleurs paraissaient moins éclatantes, la musique moins douce et les visages, moins amicaux. En cet instant, je compris que ce n'était pas un incident isolé, c'était la révélation de la véritable nature des relations auxquelles j'avais toujours cru. Les rires se confondaient en un grondement sourd tandis que je serrais la main d'Émilie, sentant ses petits doigts trembler dans les miens. La somptueuse salle de bal du club champêtre, qui avait accueilli tant de célébrations de la famille Durand, ressemblait désormais à une cage dorée. Chaque scintillement du lustre semblait se moquer de nous, et chaque éclat de rire portait une coupure plus profonde que la précédente. Je regardais Catherine arpenter la foule, s'arrêtant à différentes tables pour répéter ce qu'elle jugeait être une blague brillante, en gesticulant parfois dans notre direction. Madame Peterson, mon ancienne professeure d'anglais du lycée qui avait toujours encensé les talents de lecture d'Émilie lors des réunions à l'église, était désormais assise à la table 6, le sourire dissimulé derrière une serviette en lin. À côté d'elle, Bob et Marguerite Leclerc, nos voisins depuis une décennie et présents à chaque anniversaire d'Émilie, hochaient la tête en écoutant la prestation de Catherine. La trahison ne venait plus seulement de la famille, elle émanait de tout notre cercle social, cette communauté soudée de Passy que j'avais jadis considérée comme une seconde famille. J'essayais de guider Émilie vers le refuge relatif d'un coin reculé, près de la porte de sortie de secours où la musique était plus douce et moins de personnes se pressaient. En chemin, j'attrapais des bribes de conversation qui firent tressaillir mon estomac. « Eh bien, les Durand ont toujours eu leur façon bien à eux d'élever les enfants, » murmura quelqu'un. « Élever un enfant seul doit être terriblement difficile », ajouta une autre voix, feignant la sympathie. Depuis le décès de Tom il y a 2 ans, j'avais déjà fait face à de nombreux jugements sur mon rôle de mère célibataire, mais cette fois, c'était différent, plus ciblé, plus cruel. La pression du regard et des critiques nous accablait de toutes parts. Je la voyais dans la manière dont le personnel de service détournait le regard, dans l'instant où le jeune violoniste du quatuor manquait une note en passant, dans le silence soudain qui s'abattait sur les dames âgées à la table 3 à notre approche. Émilie, toujours si attentive à l'atmosphère, se pressa contre moi. Je pouvais sentir qu'elle tentait de se rendre invisible, une compétence qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à maîtriser. Je scrutais les visages autour de nous, cherchant un signe de complicité ou de compréhension. Thomas, le mari de Catherine, se tenait près du bar, absorbé par son téléphone, son malaise perceptible dans sa posture rigide. Il avait toujours été le plus raisonnable, jouant souvent le rôle de tampon entre les piques de Catherine et le reste du monde. Mais aujourd'hui, son silence en disait long. Même Sarah, la cousine adorée d'Émilie, restait figée aux côtés de sa mère, la confusion et le conflit se lisant sur son visage juvénile. La pièce semblait se resserrer à chaque instant qui passait. Les somptueuses compositions florales qui paraissaient si belles quelques instants plus tôt devenaient oppressantes, leur parfum entêtant se mêlant à l'odeur de l'angoisse que je sentais émaner de moi. Les motifs géométriques du tapis sous nos pieds semblaient se déformer devant mes yeux, et je me surprenais à compter les carreaux, tentant désespérément de garder le contrôle. 1, 2, 3, chaque chiffre me rappelait de continuer à respirer, de garder mes pensées en ordre, de trouver une issue à ce labyrinthe d'humiliation. Mon esprit parcourait 1000 réponses possibles, chacune semblant pire que la précédente. Affronter Catherine à cet instant ne ferait qu'amplifier le drame, risquant de traumatiser Émilie davantage.
Partir immédiatement pourrait satisfaire mon désir de fuir, mais donnerait du crédit à chaque murmure sur ma manière d'élever ma fille. Rester et faire semblant que tout allait bien paraissait impossible, comme ignorer une maison en flammes en se tenant au milieu des braises. Je regardais Émilie dont le visage avait pris cette expression pâle et crispée avant les pleurs. Sa robe bleue, qu'elle avait tant hâte de porter ce matin, tombait désormais différemment sur sa petite silhouette, comme si le tissu lui-même voulait se faire oublier sous le poids des regards. Elle avait passé des heures à se préparer, arrangeant soigneusement ses boucles foncées avec les nouveaux pinces papillons que nous avions achetés spécialement pour l'occasion. Maintenant, ces mêmes pinces captaient la lumière comme des larmes prêtes à couler. Le recoin que nous avions choisi comme sanctuaire n'offrait guère de protection réelle. De là, je pouvais observer la pièce dans toute sa clarté douloureuse. La table des cadeaux, toujours chargée de paquets luxueux, ressemblait désormais à un monument à l'excès et à la vanité. La piste de danse, attendant les festivités du soir, s'étirait comme une terre d'aucune part entre nous et la sortie. Même le somptueux gâteau, une création imposante de chocolat blanc et de feuilles d'argent, paraissait menaçant dans sa perfection. Mes pensées se tournèrent vers Tom, aspirant désespérément à sa présence rassurante, à sa force tranquille. Il saurait comment gérer cela ou mieux encore, peut-être que cela ne serait jamais arrivé s'il était encore là. Catherine avait toujours été plus mesurée en sa présence, reconnaissant sans doute en lui une autorité morale qu'elle ne trouvait jamais en moi. Le souvenir de ses yeux bruns chaleureux, si semblables à ceux d'Émilie, m'apportait à la fois réconfort et une nouvelle douleur. « Tiens-toi droite, aurait-il dit, mais choisis bien tes combats. » Le quatuor entama une nouvelle pièce, le canon en ré majeur de Pachelbel, le même morceau qui avait résonné lors du mariage de Catherine. La mélodie familière se faisait désormais l'écho cruel d'un passé plus heureux, lorsque nos liens familiaux semblaient plus simples, ou du moins mieux dissimulés. J'observais les couples qui se dirigeaient vers la piste de danse, leurs mouvements chorégraphiés avec soin pour respecter les convenances. Même dans leur danse, ils ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards furtifs en notre direction. La voix de ma sœur retentit à nouveau, cette fois pour donner des instructions sur la disposition correcte des couverts. L'autorité de son ton me fit tressaillir, c'était la même voix qu'elle avait employée en présentant le « rôle spécial » d'Émilie à la fête. Comment n'avais-je jamais perçu, auparavant, la cruauté sous-jacente à sa manière de diriger, cette façon d'utiliser les codes sociaux comme des armes? La réalisation que ce comportement n'était pas nouveau, que j'avais pu l'ignorer pendant des années, ajouta une nouvelle couche à mon désarroi. Émilie tira sur ma manche, sa voix à peine audible par-dessus la musique. « Maman, je ne me sens pas bien. » Ces mots, simples mais lourds de sens, me rappelaient ceux qu'elle avait prononcés après les funérailles de Tom, quand la foule de bienfaiteurs était devenue insupportable. C'était sa manière de demander à s'en aller sans devoir expliquer la complexité de ses émotions, une aptitude qui me brisait le cœur pour une enfant si jeune. Le poids de l'instant pesait sur nous deux, un fardeau partagé qui semblait s'alourdir à chaque minute qui passait. Dans ce recoin de la salle de bal du club champêtre, entouré de luxe et de visages familiers qui devenaient soudain étrangers et menaçants, je sentais l'ampleur de notre isolement. La façade soigneusement entretenue de l'unité familiale s'était fissurée, révélant la pourriture sous-jacente à la surface polie. Je comprenais que cet instant allait tout changer, notre relation avec Catherine, notre place dans la famille, notre conception de la confiance et de la loyauté. Alors que je tentais de protéger ma fille de l'humiliation publique, je sentais en moi un changement. Le choc initial laissait place à une détermination lente mais tenace qui s'installait dans ma poitrine et se diffusait en moi. Il ne s'agissait pas seulement de l'humiliation d'aujourd'hui, mais de chaque moment futur où Émilie pourrait subir une cruauté déguisée en plaisanterie, chaque fois que quelqu'un tenterait de rabaisser sa valeur pour son propre amusement. Le poids de cette responsabilité se posa sur mes épaules, non pas pour m'écraser, mais pour redresser mon port de tête. La décision se cristallisa soudainement dans mon esprit, il fallait partir. Non pas dans un éclat dramatique ou une confrontation larmoyante, mais avec une dignité silencieuse. Je serrai la main d'Émilie et me penchai pour lui murmurer « Ma chérie, voudrais-tu rentrer à la maison ?» Le soulagement dans ses yeux me disait tout ce qu'il fallait savoir. Alors que nous amorcions notre retraite discrète du coin, j'aperçus le quatuor débuter le « Printemps » de Vivaldi, le même morceau qui avait retenti aux funérailles de Tom. Cette coïncidence me parut être un signe, une douce impulsion de l'univers. Quitter la salle devint une danse délicate.
La vaste salle de bal, malgré ses dimensions impressionnantes, se transformait en un véritable labyrinthe de pièges sociaux. Nous devions contourner la table 7, où Madame Davison, la partenaire de bridge de ma mère, nous observait avec un intérêt à peine dissimulé. Passer près du comptoir des desserts où le chef Marco, qui avait initié Émilie au secret de la pâtisserie le Noël dernier, évitait désormais le regard. Chaque pas demandait une précision calculée afin de ne pas attirer l'attention. Catherine continuait d'exercer son pouvoir au centre de la pièce, sa voix se propageant par-dessus la musique tandis qu'elle racontait une nouvelle anecdote. J'aperçus par moments des bribes sur « la bonne éducation » et « les valeurs traditionnelles » qui me firent frissonner. Thomas, son mari, était passé du bar à un coin discret avec son téléphone, son langage corporel trahissant son inconfort. Un instant, nos regards se croisèrent à travers la salle, et Gilles eut un semblant d'excuse avant qu'il ne détourne les yeux prestement. Soudain, la cousine d'Émilie, Sarah, apparut sur notre chemin, le visage empreint de confusion et d'inquiétude. « Vous partez » demanda-t-elle à Émilie d'une voix hésitante. Les filles avaient prévu de s'échanger leurs nouveaux bracelets d'amitié, une tradition qu'elles avaient instaurée depuis des années. Le bracelet d'Émilie, minutieusement confectionné de fils bleus et argent, reposait encore dans son petit sac, attendant un moment de partage qui ne viendrait jamais. « Je ne me sens pas bien », murmura Émilie, répétant son mot de sécurité. Sarah s'avança comme pour lui faire un câlin, mais s'arrêta net, jetant un regard à sa mère. Ce moment résuma tout le mal de cet après-midi. Deux enfants prisonnières d'une cruauté adulte, leur amitié innocente mise à mal par des barrières sociales artificielles. Nous étions à mi-chemin de la sortie lorsque ma mère nous intercepta, son parfum Giorgio Armani annonçant sa présence avant même qu'elle ne parle. « Vous partez si tôt, ma chère ?» Sa voix portait cette note de désapprobation affectée qu'elle avait si bien perfectionnée au fil des ans. Catherine a tant insisté pour que les marque-places soient parfaits. En accentuant ce terme, elle laissait entendre qu'elle savait exactement pourquoi nous quittions les lieux. Je scrutais ses yeux, espérant y retrouver la femme qui, jadis, chassait les monstres sous mon lit et m'enseignait à défendre ce qui était juste. Je n'y trouvais que la surface polie des convenances sociales. « Émilie ne se sent pas bien », répondis-je calmement, malgré le tumulte intérieur. « Nous devons rentrer. » Ce mensonge à demi-vérité flottait entre nous. Les lèvres impeccablement dessinées de ma mère se pincèrent légèrement, et je vis qu'elle calculait le coût social de notre départ précipité. « Eh bien, finit-elle par dire, je suppose que les enfants se laissent facilement submerger. » La façon dont elle le disait renforçait ma décision de partir. Le couloir menant de la salle de bal à l'entrée principale s'étirait devant nous tel un passage vers la liberté. Le tapis épais étouffait nos pas, et les murs lambrissés de boiseries, ornés de tableaux de paysages normands, semblaient nous observer lors de notre retraite. Chaque pas nous éloignait un peu plus du vacarme, du jugement, de la trahison, mais le poids de ce qui s'était passé continuait de peser lourd sur nos épaules. Je sentais Émilie se détendre légèrement à mesure que les bruits de la fête s'éloignaient. Sa prise sur ma main se desserrait un peu, et sa respiration se faisait moins saccadée. Le hall d'entrée du club, avec son plafond imposant et son lustre de cristal, était miraculeusement désert, à l'exception de James, le portier âgé qui y travaillait depuis avant ma naissance. D'un simple regard sur nos visages, il appela discrètement notre voiture, un geste de bonté qui faillit briser mon sang-froid. En attendant, je remarquai Émilie se contempler dans le grand miroir à cadre doré dominant le hall, se sentant minuscule face à la grandeur des lieux, sa robe bleue désormais légèrement chiffonnée, une pince papillon de travers. Ce spectacle raviva en moi une nouvelle vague de colère, non pas la fureur aveugle de plus tôt, mais une détermination froide et résolue. Ce serait la dernière fois que quelqu'un ferait sentir à ma fille qu'elle était inférieure. La lumière déclinante de l'après-midi filtrait à travers les vitraux au-dessus de la porte, projetant des ombres colorées sur le sol de marbre. Dehors, le murmure apaisant d'une fontaine circulaire contrastait avec la musique étouffée qui s'échappait encore de la salle de bal. Autrefois, ces sons évoquaient le réconfort et l'appartenance. Aujourd'hui, ils semblaient être les dernières notes d'un chapitre qui se refermait. Notre voiture arriva avec une rapidité surprenante, James ayant manifestement priorisé notre départ. En nous ouvrant la portière, ses yeux bienveillants croisèrent les miens. « Mademoiselle Émilie, dit-il d'un ton formel, je crois que vous avez oublié quelque chose. »
De sa poche, il sortit un petit chocolat emballé, le genre de douceur que le personnel de cuisine réservait aux enfants. Ce geste simple, contrastant cruellement avec la dureté de l'après-midi, fit monter en moi des larmes que je m'efforçais de chasser d'un clin d'œil. Une fois installé dans les sièges en cuir de la voiture, la climatisation dissipant rapidement la chaleur de mai, j'aperçus le visage de Sarah à l'une des fenêtres de la salle de bal. Elle leva timidement la main, et Émilie, après un moment d'hésitation, lui fit un signe de la main. Cet échange ressemblait à l'effondrement lent d'un pont inévitable, certes, mais déchirant. La voiture s'éloigna de la façade imposante du club champêtre, ses pneus crissant sur le gravier. Dans le rétroviseur, je regardais le bâtiment rapetissé, son architecture victorienne devenant plus modeste sans perdre de son allure imposante. Les jardins, toujours impeccablement entretenus, semblaient se moquer de nous par leur beauté immuable. Combien de fois Émilie avait-elle joué à cache-cache derrière ses escultés? Combien de photos de famille avaient été prises sur ces marches majestueuses? La voix d'Émilie, douce mais assurée, rompit le silence alors que nous empruntions la rue de Passy. « Maman, dit-elle, j'ai encore l'invitation dans ma poche. On devrait la garder ?» Cette question portait bien plus de sens que ces mots simples ne laissaient paraître. Je réfléchis longuement avant de répondre, me rappelant les conseils de Tom sur les moments d'apprentissage. « Oui, dis-je finalement, il faut parfois se rappeler pourquoi nous faisons certains choix. » Elle hocha la tête, comprenant plus qu'une enfant de 8 ans ne devrait. Les rues familières de Paris défilaient devant nos yeux, l'avenue des Champs-Élysées avec ses immeubles haussmanniens, le jardin du Luxembourg où Émilie avait appris à nourrir les canards, la rue de Rivoli où nous faisions nos emplettes de Noël. Chaque repère évoquait des souvenirs de temps plus heureux en famille, désormais entachés par les révélations de l'après-midi. Mais au fil de notre trajet, je commençais à percevoir ces lieux autrement, non pas comme les symboles de ce que nous avions perdu, mais comme des espaces à reconquérir, à redéfinir, à faire nôtre à nouveau. Le trajet vers notre appartement haussmannien dans le 7 prenait habituellement 15 minutes, mais aujourd'hui il semblait à la fois interminable et fugace. Interminable par le poids des émotions que nous portions, fugace par le fait que je n'étais pas encore prête à affronter ce qui allait suivre. Le silence dans la voiture n'était pas vide, il était empli de questions muettes, de blessures en attente de guérison, de décisions à prendre. Dans cet espace feutré, je sentis à nouveau la petite main d'Émilie se glisser dans la mienne, mais cette fois d'un geste différent. Non pas en quête de protection comme à la fête, mais en offrande de complicité. Ce geste me rappelait tellement Tom, sa capacité à dire l'essentiel par une simple caresse. À cet instant, je compris qu'en laissant derrière nous la douleur, nous nous orientions vers quelque chose de nouveau. L'humiliation de cet après-midi avait brisé quelque chose, certes, mais peut-être était-ce la cassure nécessaire pour rebâtir. De retour dans notre appartement sur la rue Marlborough, le réconfort familier de la maison nous enveloppait comme une couette protectrice. J'accrochai mes clés au porte-clés près de la porte, celui que Tom avait installé il y a des années, affirmant que si nous avions un endroit réservé pour nos affaires, nous ne les perdrions jamais. Il avait eu raison sur tant de petits détails. Le soleil déclinant traversait les grandes baies, dessinant des motifs chaleureux sur le parquet, si différents de l'éclairage brutal de la salle du club champêtre. Émilie disparut à l'étage pour rejoindre sa chambre, ses pas feutrés sur l'escalier recouvert de moquettes. Je savais qu'elle avait besoin d'un moment pour assimiler tout cela, exactement comme son père l'aurait voulu. Plutôt que de la suivre, je me dirigeai vers la cuisine, mes talons résonnant sur le sol dans un rythme trop sonore dans le silence ambiant. L'invitation reposait toujours dans ma main, légèrement froissée par l'étreinte involontaire. Je la posai sur le plan de travail en granit, à côté de la cafetière où trônait encore la tasse favorite de Tom. Je n'avais pas eu le courage de la déplacer. En contemplant les lettrines dorées qui exprimaient une telle cruauté banale, je commençai à reconstituer le puzzle de notre descente aux enfers familiaux. Mon ordinateur portable, posé sur l'îlot de cuisine où je l'avais laissé ce matin, affichait des courriels auxquels je n'avais pas encore répondu. Plutôt que de le refermer, j'ouvris un nouveau document et commençai à taper, consignant chaque détail tant que tout était encore frais dans mon esprit. Les visages, les mots, les rires, chaque élément se déversait sur l'écran dans un flot de conscience. Je devais comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais comment notre dynamique familiale avait pu se détériorer à ce point. L'horloge de la cuisine marquait le temps de son tic-tac régulier, me ramenant en mémoire d'anciennes réunions familiales, à la recherche d'indices que j'aurais pu ignorer.
Il y avait ce dernier Thanksgiving où Catherine avait glissé des commentaires acerbes sur l'intérêt, inhabituel, d'Émilie pour les sciences plutôt que pour des activités plus féminines. Le réveillon de Noël où elle avait insinué que les vêtements d'Émilie n'étaient pas adaptés à son milieu social. Chaque souvenir ressurgissait avec une clarté nouvelle, comme des photographies en train de se développer dans une chambre noire. Du haut de l'escalier parvenaient les sons feutrés d'Émilie dans sa chambre. Les grincements familiers des planchers m'apaisaient, un rappel que nous étions bien chez nous, en sécurité dans notre cocon. J'envisageais d'aller la voir, mais me rappeler les mots de Tom. Parfois, le meilleur parent consiste à leur laisser l'espace de retrouver leur chemin vers vous. Il s'exprimait sur des peines bien plus modestes, et pourtant sa sagesse restait pertinente. Mon téléphone vibra, d'abord un message de ma mère, puis de Catherine, et plusieurs de nos amis de la famille présents à la fête. Je le mis en silencieux sans prendre la peine de les lire, pas prête à affronter leurs justifications ou explications. À la place, je sortis le vieux carnet en cuir de Tom, rangé dans le tiroir de la cuisine. Il y consignait ses pensées sur la parentalité, un rituel qu'il avait adopté dès la naissance d'Émilie. Parce que parfois, les questions les plus difficiles surgissent quand on s'y attend le moins, avait-il écrit. Feuilletant ces pages aux écritures soignées, je retrouvais ses conseils, depuis comment gérer le premier jour d'école d'Émilie jusqu'à ce qu'il fallait faire face aux cruautés d'autres enfants. Rappelle-toi, lisais-je, que les enfants apprennent à traiter autrui en observant comment nous gérons le conflit. Ces mots prenaient désormais un tout autre sens à la lumière des événements du jour. Mon écriture se fit plus concentrée alors que j'analysais les schémas de nos relations familiales. Catherine, l'aînée, avait toujours été l'enfant doré de nos parents élus délégués, championne du club de débat, mariée à Thomas, issu d'une famille respectée. J'avais choisi une voie différente en épousant Tom, un défenseur public qui croyait en la justice avant tout statut social. Nos différences semblaient alors anodines, de simples variations fraternelles, mais je me demandais désormais si elles n'étaient pas en réalité des fissures destinées à éclater. Le cliquetis de la fente aux lettres me sortit de mes pensées. Le courrier du jour jonchait le hall d'entrée, facture, prospectus, et une enveloppe vive qui ne pouvait être qu'une nouvelle invitation à l'anniversaire d'Émilie. La vue de celle-ci fit tressaillir mon estomac. Combien de ces rassemblements mondains étaient-ils parsemés de sous-entendus cruels que j'avais pu manquer ? Combien de fois Émilie s'était-elle sentie mal à l'aise, mais avait gardé le silence pour préserver la paix ? Je me dirigeais vers l'étude de Tom, une pièce que je fréquentais désormais peu. Le fauteuil en cuir conservait encore l'empreinte de sa présence, et ses lunettes de lecture reposaient pliées sur le bureau, telles qu'il les avait laissées ce matin-là. En ouvrant son meuble à tiroir, je trouvai le dossier intitulé « Famille », typique de Tom, toujours si méticuleux dans son organisation. À l'intérieur se trouvaient photos, lettres et notes sur nos événements familiaux au fil des années. Je les étalai sur son bureau, créant une frise chronologique de notre histoire. Il y avait Catherine à mon mariage, son sourire n'atteignant jamais vraiment ses yeux alors qu'elle prononçait son discours de demoiselle d'honneur. Le baptême d'Émilie, où ma sœur avait souligné combien nos méthodes éducatives divergeaient. D'innombrables fêtes de fin d'année au cours desquelles de petites piques et remarques à peine voilées avaient été étouffées au nom de l'harmonie familiale. Le schéma était désormais limpide, inscrit dans 1000 petits instants que j'avais choisi d'ignorer. Un léger coup frappé à la porte de l'étude me fit lever les yeux. Émilie se tenait là, vêtue de vêtements confortables désormais, ayant abandonné sa robe de fête quelque part à l'étage. « Je peux t'aider » demanda-t-elle doucement, se plaçant à mes côtés. Je la serrai contre moi, inhalant le parfum familier de son shampoing à la fraise. « En réalité, dis-je, tu comprendras peut-être mieux que moi certaines choses. Veux-tu me parler d'autres moments où tante Catherine t'a mise mal à l'aise ?» Ce qui suivit fut une heure de conversation qui me brisa le cœur tout en renforçant ma détermination. Émilie évoqua des instants que j'avais ignorés, des remarques lors de dîners familiaux, des murmures lors de fêtes de fin d'année, des exclusions subtiles lors d'activités entre cousins. Chaque révélation était comme une pièce d'un puzzle que je ne savais même pas devoir reconstituer. Alors que la lumière du soir s'attardait à l'extérieur de l'étude, j'ordonnai une pizza chez Antonio, au coin de la rue, un plat réconfortant pour accompagner des discussions difficiles. Nous dînâmes dans l'intimité de l'étude, une scène que Tom aurait adorée et que ma mère aurait détestée, feuilletant de vieilles photos et évoquant la véritable signification de la famille. Les observations d'Émilie,
d'un étonnement presque adulte, me rappelait combien les enfants perçoivent parfois la réalité avec une clarté que les adultes, aveuglés par des années de convenance, ne peuvent atteindre. Je repris mon ordinateur, non pas pour consigner les événements du jour, mais pour esquisser un plan d'avenir. Comment aborder les futures réunions de famille? Quelles limites devions-nous poser? Quelle conversation était indispensable? Émilie apporta ses propres idées, et ensemble, nous bâtîmes un cadre visant à nous protéger tout en laissant la porte ouverte à une possible réconciliation. Le carton de pizza désormais vide et le ciel extérieur plongé dans l'obscurité, Émilie monta enfin se coucher. Je restai dans l'étude, entourée des vestiges d'années d'histoire familiale, tantôt belles, tantôt douloureuses. La présence de Tom se faisait plus forte ici, et je ne pouvais m'empêcher d'espérer entendre ses conseils. Mais peut-être savais-je déjà ce qu'il aurait dit que comprendre le passé importe, certes, mais qu'il est primordial de préserver l'avenir de sa fille. 3 jours après la fête, je m'assis dans le petit café de la rue Charles, lieu de nos brunchs du samedi autrefois avec Catherine. Le café Bellevue avait toujours été notre havre, avec son décor d'inspiration française et son atmosphère feutrée, idéal pour un moment de complicité entre sœurs. Maintenant, observant la vapeur s'élever d'un cappuccino resté intact devant moi, j'attendais l'arrivée de Catherine. J'avais délibérément choisi ce lieu public, un terrain neutre où aucune de nous ne se sentirait trop à l'aise ni trop sur la défensive. La foule matinale s'était amenuisée, ne laissant que quelques habitués dispersés autour des tables vintage du bistrot. Marcus, le propriétaire, qui nous avait vus évoluer de jeunes filles rieuses à des femmes accomplies, n'arrêtait pas de me jeter un regard inquiet. Il nous avait accompagnés à travers d'innombrables célébrations et quelques disputes, mais quelque chose dans mon attitude laissait deviner que cette fois-ci, c'était différent. Catherine arriva à l'heure, comme toujours. Son trench-coat Burberry impeccablement soigné, malgré la fine bruine, et ses talons claquant avec assurance sur le sol en bois, trahissaient son sens du style rigoureux. Un instant, je la vis sous un nouveau jour, non plus simplement comme ma sœur, mais comme une femme qui avait bâti sa vie autour des apparences et des attentes. Elle s'installa en face de moi, prenant place avec une précaution presque théâtrale, comme si elle se préparait à jouer une scène. « Je pensais que tu finirais par appeler », lança-t-elle en désignant Marcus pour commander son thé Earl Grey habituel. Et bien que, je dois dire, quitter la fête sitôt était pour le moins dramatique. Son ton était léger, mais je pouvais percevoir une pointe de défensive. La même nuance que j'avais entendue maintes fois par le passé, et que j'avais choisi d'ignorer jusqu'à présent. Pas aujourd'hui. Je sortis l'invitation désormais soigneusement conservée dans une pochette plastique et la posai sur la table entre nous. Les yeux de Catherine se posèrent brièvement dessus avant de revenir sur mon visage. Vraiment, Claire, je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ce cinéma. Ce n'était qu'un peu de plaisanterie. Tout le monde a trouvé ça ingénieux. Elle s'arrêta, le temps que Marcus dépose son thé, puis reprit à voix basse, hors de portée des oreilles. Tu as toujours été si sensible à propos d'Émilie. C'est sans doute pour cela qu'elle devient difficile à gérer en société. La colère familière montait en moi, mais je la contenus. Parlons donc de ce que tu entendais réellement par cette invitation, Catherine. Pas les excuses que tu donnes, mais la véritable raison. Je gardai ma voix basse et maîtrisée, me rappelant les notes que j'avais prises dans l'étude de Tom. Parlons de toutes ces petites remarques, de ces pics subtils, de ta volonté de transformer Émilie en quelqu'un qu'elle n'est pas. La main parfaitement manucurée de Catherine se crispa autour de sa tasse de thé. J'essaie de l'aider, de vous aider toutes les deux. Depuis que Tom est parti, tu t'es isolée. Émilie a besoin de structure, d'une véritable guidance. Tu l'élèves comme une enfant libre, la laissant s'égarer avec ses expériences scientifiques et ses intérêts jugés inappropriés. Tu sais ce que disent les gens ? Ce que disent les gens, répliquai-je, laissant mes mots flotter entre nous. Tu veux dire ce que tu dis, Catherine ? Car j'ai posé la question, appelée, ces derniers jours. Personne d'autre ne semble avoir un problème avec les passions ou le comportement d'Émilie. Excepté toi. La musique douce du café emplit le silence qui suivit. Dehors, la vie parisienne continuait son cours jogger le long de la Seine, touristes photographiant les monuments historiques, étudiants pressés de rejoindre leur cours du matin. À l'intérieur, des tensions longtemps refoulées émergeaient enfin. Tu as toujours envié mon succès, finit par dire Catherine,
sa voix reprenant le ton acerbe de nos disputes d'enfance. Mon mariage avec Thomas, mes relations, ma capacité à maintenir des standards. Depuis que tu as épousé Tom, elle s'interrompit brusquement, sentant peut-être qu'elle venait de franchir une ligne dangereuse. Depuis que j'ai épousé quelqu'un qui valorise l'intégrité plutôt que le statut social? Qui a appris à Émilie à penser par elle-même au lieu de suivre des règles arbitraires sur ce qu'une petite fille devrait ou ne devrait pas faire? Les mots s'enchaînèrent, libérant des années de réponses refoulées. Le masque de Catherine se fissura légèrement, sa main tremblante fit vibrer sa tasse contre la soucoupe. Il ne comprenait pas notre monde. L'importance des relations, de maintenir certains standards. Et maintenant, tu laisses Émilie suivre le même chemin. Tu veux qu'elle se retrouve en difficulté, comme toi? En difficulté? Je ris malgré moi, bien qu'il n'y eût rien de drôle. Catherine, j'ai une fille qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur de défendre ses convictions. J'ai de vrais amis qui nous soutiennent, pas de simples relations de façade qui se moquent de plaisanteries cruelles. Dis-moi, en quoi suis-je en difficulté exactement? La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres du café, faisant scintiller les mèches argentées dans les cheveux sombres de Catherine quand avait-elle fait leur apparition? Elle paraissait soudain plus âgée, plus vulnérable. Tu ne comprends pas, dit-elle d'un ton plus bas. Tout ce que je le fais pour protéger cette famille. Notre position, notre réputation. Maman et papa ont travaillé si dur pour nous offrir les bonnes opportunités, les bonnes relations. Et toi, tu jettes tout ça par les fenêtres comme si de rien n'était. Ça ne vaut rien si cela blesse ma fille, répondis-je fermement. Et c'est de cela dont nous devons vraiment discuter, Catherine. Pas de ton désaccord sur mes choix ou de tes opinions sur Tom. Nous sommes ici parce que tu as pensé qu'il était acceptable d'humilier une fillette de 8 ans pour ton propre divertissement. Un éclair traversa le regard de Catherine, une reconnaissance, peut-être de la honte. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Pour la première fois, ma sœur, habituellement si assurée, sembla démunie de mots. Tu sais ce que m'a demandé Émilie ce soir-là, continuai-je doucement. Elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal pour que sa tante la déteste. Une enfant de 8 ans est allée se coucher en se demandant si elle méritait d'être humiliée devant toute la famille. La contenance de Catherine s'effondra complètement. Je ne la déteste pas, murmura-t-elle, et je vis des larmes perler dans ses yeux. Je vois seulement qu'elle grandit bien différemment de ce que j'avais imaginé pour ma nièce. Elle est brillante, intrépide et tout ce que je... Elle s'interrompit, essuyant rapidement ses larmes. Tout ce que tu n'as pas été autorisé à être, achevai-je doucement. La vérité planait entre nous, lourde de décennies d'attentes et de contraintes. Catherine fixa son thé, désormais froid. Maman disait toujours qu'une femme doit garder certaines apparences, dit-elle enfin. Que notre comportement reflète toute la famille. Je l'ai cru. Je la crois encore. Mais parfois... Elle leva les yeux vers moi, vraiment me regardant, peut-être pour la première fois depuis des années. Parfois, je regarde Émilie à ses expositions scientifiques, où je l'entends parler de devenir astronaute, et je me souviens que je voulais être biologiste marine quand j'avais son âge. Cette révélation me laissa sans voix. C'était une information nouvelle, un rêve dont je n'avais jamais soupçonné l'existence chez ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé, demandai-je, bien que je puisse en deviner la réponse. Maman disait que ce n'était pas approprié. Que je devais m'occuper de choses plus convenables. Alors, je l'ai fait. Les mains de Catherine se tordaient sur ses genoux. Et j'étais douée pour ça, être la fille parfaite, l'épouse parfaite, maintenir le cercle social parfait. Mais en voyant Émilie, parfois, je me mets en colère. Pas contre elle, vraiment. Contre tout le reste. Peu à peu, la compréhension s'installa, comme le soleil perçant après l'orage. La cruauté de cette invitation, les critiques incessantes sur les choix d'Émilie, ce n'était pas seulement une question de normes sociales ou de réputation familiale. C'était la révolte d'une personne contrainte d'abandonner ses propres rêves, incapable de supporter qu'une petite fille vive avec la liberté qu'elle n'avait jamais connue. Cela ne rend pas les choses acceptables, déclarai-je enfin. Comprendre pourquoi tu l'as fait n'excuse pas la douleur que tu as infligée. Non, acquiesça Catherine, avec une franchise surprenante.
Ça ne l'excuse pas, elle prit l'invitation, glissant son doigt sur les lettrines dorées. J'ai fini par devenir exactement ce que je craignais, n'est-ce pas? Le genre de personne qui blesse des enfants pour se sentir mieux. Les semaines qui suivirent notre conversation apportèrent progressivement des changements dans notre dynamique familiale, tel un printemps dégelant un sol gelé. Je me concentrais sur la création d'un environnement bienveillant pour Émilie, transformant notre appartement haussmannien en un sanctuaire d'acceptation et de développement. La première étape fut de métamorphoser l'ancienne étude de Tom en ce que Émilie appelait sa « salle de découverte », un espace où elle pouvait librement explorer ses passions scientifiques sans jugement. La transformation débuta un samedi matin ensoleillé de juin. Émilie et moi débarrassâmes les meubles anciens et encombrants, ne gardant que le fauteuil en cuir de Tom, que nous déplacions dans un coin comme un silencieux rappel de sa présence. À sa place, nous installâmes une table de laboratoire fonctionnelle, rien de trop extravagant, mais suffisamment robuste pour supporter ses expériences. Sarah, qui passait progressivement plus de temps avec nous malgré la tension persistante avec Catherine, nous aida à disposer le microscope d'Émilie et à organiser sa collection grandissante de livres scientifiques. « Papa aurait adoré ça », dit Émilie alors que nous alignions sa collection de cailloux sur de nouvelles étagères. La remarque me prit au dépourvu, elle évoquait rarement Tom avec autant de franchise. « Il aurait vraiment adoré », répondis-je en me remémorant les heures passées à l'aider à identifier divers minéraux lors de nos promenades. Ce souvenir ne faisait plus autant mal qu'avant, il réchauffait désormais mon cœur, confirmant que nous avions choisi la bonne voie. La première visite de Catherine dans la salle de découverte survint de façon inattendue un mercredi après-midi. Elle arriva sans prévenir, l'air incertain d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Émilie était en pleine expérience sur la réfraction de la lumière à travers des prismes, le visage illuminé par la concentration. Un instant, Catherine resta dans l'encadrement de la porte, observant sa nièce travailler avec une expression indéchiffrable. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle doucement, s'adressant directement à Émilie plutôt qu'à moi. La petite hésita, puis hocha la tête, reprenant son expérience tout en gardant un regard méfiant sur sa tante. Catherine s'avança prudemment dans la pièce, examinant les affiches éducatives accrochées au mur, le chaos organisé des projets en cours, et les livres usés sur la biologie marine qu'elle avait apportés la semaine précédente comme un geste de réconciliation. « Tu sais », dit-elle en ramassant un petit prisme dans la collection d'Émilie, « j'ai moi-même rêvé d'avoir une pièce comme celle-ci. » Sa voix était empreinte d'un mélange d'émerveillement et de regret. J'avais une boîte secrète sous mon lit remplie de coquillages et de magazines de biologie marine. Maman l'a découverte lors du grand ménage de printemps un an et... Elle s'interrompit, laissant entendre tout ce qui ne pouvait être dit. Cette visite marqua un tournant dans notre processus de guérison. Ce ne fut pas un geste théâtral, pas de réconciliation en larmes ni d'excuses grandiloquentes, mais le début de petits changements significatifs. Catherine commença à s'intéresser aux expériences d'Émilie, manifestant un intérêt sincère plutôt qu'une simple tolérance polie. Elle nous surprit même en organisant une visite au centre de recherche de l'Aquarium de Paris, permettant à Émilie de rencontrer de véritables biologistes marins. Notre dynamique familiale se transforma par ailleurs. Les dîners du dimanche chez mes parents devinrent moins formels, Émilie apportant désormais son dernier journal scientifique à table. Ma mère protesta d'abord contre ce non-respect des convenances, mais quelque chose dans le discret « laisse-la faire », maman, de Catherine pesait plus que toutes mes années de plaidoyer. Sarah devint une habituée de la salle de découverte, son intérêt pour les sciences se développant en parallèle de celui d'Émilie. Les deux filles entreprirent ensemble un projet sur l'écosystème de l'étang du Jardin du Luxembourg, passant des heures à prélever des échantillons d'eau et à identifier des organismes microscopiques. Parfois, Catherine se joignait à elles, s'installant dans le vieux fauteuil de Tom, observant avec une fierté mêlée d'une nostalgie peut-être plus profonde qu'elle ne voulait l'admettre. La guérison ne fut pas sans heurts. Il y eut encore des moments de tension, d'anciennes habitudes ressurgissant lors de périodes de stress. Lors d'un rassemblement familial, Catherine s'apprêta automatiquement à critiquer le choix vestimentaire d'Émilie, un pantalon cargo aux multiples poches destiné à recueillir des échantillons, mais se ravisa en plein milieu de sa phrase. « En fait, dit-elle plutôt, cela te va parfaitement pour une jeune scientifique. » Mes parents mirent plus de temps à s'adapter à cette nouvelle dynamique. Mon père, têtu dans ses habitudes, glissait encore de temps à autre des remarques sur ce qu'était une « vraie jeune fille »,
et sur les attentes sociales. Mais même lui ne pouvait nier le changement en Émilie. Elle s'épanouissait, sa curiosité naturelle et son intelligence fleurissaient dans un environnement d'acceptation. Ses notes, déjà bonnes, devinrent exceptionnelles. Ses professeurs remarquaient sa confiance accrue et sa volonté de prendre des risques intellectuels. Un soir, alors que j'aidais Émilie à consigner sa dernière expérience dans son carnet de recherche, une habitude qu'elle avait reprise de Tom, elle me demanda quelque chose qui témoignait du chemin parcouru. « Maman, penses-tu que tante Catherine aimerait être l'une des jurys de mon concours scientifique ? Elle connaît maintenant beaucoup de choses sur les écosystèmes marins. » La question me toucha profondément. La volonté d'Émilie d'inclure Catherine dans quelque chose d'aussi important révélait une capacité de pardon que j'apprenais encore à développer. « Je pense qu'elle adorerait, » répondis-je, me promettant intérieurement de lui demander moi-même. Je savais que cela représenterait le monde pour elle. Le concours scientifique se transforma en un événement familial inédit. Catherine arriva en avance, vêtue d'un blazer professionnel et armée d'un carnet pour ses fonctions de jury. Elle prit son rôle très au sérieux, posant des questions pertinentes sur chaque projet, y compris celui d'Émilie. Mes parents vinrent également, ma mère arborant pour la première fois un pantalon, un petit geste symbolique d'une évolution des mentalités. Le projet d'Émilie sur l'acidification des océans remporta le premier prix, mais la véritable victoire fut de voir Catherine rayonner de fierté en expliquant le projet aux autres parents, maniant les termes scientifiques avec une assurance grandissante. « Ma nièce va devenir biologiste marine », disait-elle à qui voulait l'entendre, sans ajouter qu'il s'agissait d'un choix atypique pour une jeune fille. À l'approche de l'été, coïncidant avec l'anniversaire du décès de Tom, je me surpris à réfléchir à l'ampleur du changement. La salle de découverte était devenue bien plus qu'un espace dédié aux expériences d'Émilie, c'était le symbole de la transformation de notre famille. Un après-midi, je surpris Catherine seule dans cette pièce, assise dans le fauteuil de Tom, contemplant une photographie de lui trouvée sur une étagère. « Il aurait su gérer tout cela tellement mieux que moi », dit-elle en me voyant. Tom savait toujours comment soutenir les passions d'Émilie sans en faire un conflit. Elle fit une pause, tenant la photo dans ses mains. « J'aimerais tant pouvoir lui dire que je comprends enfin ce qu'il essayait de faire. »« Tu peux le dire à Émilie, » suggérai-je doucement. « Cela signifierait peut-être encore plus pour lui. » Et elle le fit, à sa manière. Ce ne fut ni un discours grandiloquent ni une excuse théâtrale. Ce furent de petits gestes, aider Émilie à postuler à un programme d'été en biologie marine, défendre ses choix auprès de notre mère, devenir peu à peu la tante qu'elle aurait dû être depuis toujours. La guérison ne concernait pas uniquement la relation entre Émilie et Catherine. Elle impliquait toute notre famille, apprenant à se libérer des attentes rigides héritées de générations passées. Il s'agissait de reconnaître que la force peut revêtir plusieurs formes, que le succès ne se mesure pas uniquement au rang social, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Aujourd'hui, en voyant Émilie mener avec assurance une expérience aux côtés de sa cousine dans la salle de découverte, je pensais à la manière dont une crise peut engendrer une transformation. L'invitation cruelle qui aurait pu briser notre famille s'était muée en catalyseur de changement. En choisissant de confronter la douleur plutôt que de l'enfouir sous des convenances, nous avions trouvé le chemin d'une véritable guérison. L'invitation, quant à elle, demeure précieusement conservée dans cette pochette en plastique, rangée dans un tiroir de mon bureau. Non pas comme le rappel d'une blessure, mais comme la preuve du chemin parcouru. Parfois, guérir ne signifie pas oublier le passé, c'est le transformer en fondation pour un avenir meilleur.